Nous allons poursuivre sur la question du plurilinguisme en Afrique avec trois communications. Nous écouterons successivement donc Ousmane Diao qui est donc de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis Abdou Fall de l'université Hassan Sek et enfin Kofi Agbefle, coordinateur de l'ACAREF, l'Académie africaine de recherche et d'études francophones. Voilà, donc je passe la parole à Ousmane Diao qui va nous présenter une communication sur les politiques et les pratiques linguistiques familiales cas d'une famille mixte à Dakar. Bon, c'est bon là, vous m'entendez? Voilà, merci à Madame modérateur pour ne pas féminiser. Alors, ma communication, avant de parler de ma communication, je pense que je vais me présenter de nouveau, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc, je suis Ousmane Diao, je suis enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis spécialisé en linguistique française, plus précisément en sémantique lexicale. Donc, lexicologue, comme si notre collègue Mariama, elle comprend bien la discussion. Alors, donc, ma communication de ce matin est intitulée « Politique et pratiques linguistiques familiales, le cas d'une famille mixte à Dakar ». Alors, donc, par rapport à tout ce qui a été dit depuis ce matin, je pense que je déplace un tout petit peu le débat sur le plurilinguisme, parce que jusque-là, il a été, disons, question de plurilinguisme à l'école. Et ce qu'on oublie, je pense que quand on parle de transmission, c'est d'abord la famille. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'en Afrique, disons chez nous, on considère l'école comme une seconde famille. Donc, moi, je parlerai du plurilinguisme dans la première famille, c'est-à-dire la famille biologique. Alors, politique et pratique linguistique familiale, donc, vous comprendrez pourquoi ce choix. Alors, l'autre motivation, c'est que aussi, si nous voulons vraiment analyser le plurilinguisme dans un contexte africain, il est important de se baser des pratiques aussi, c'est-à-dire de prendre en compte ce qui se passe réellement. Et c'est là qu'à partir de là aussi, on verra, disons, ce que pensent les politiques. Et cette conjugaison nous permettra justement de nous projeter dans l'avenir. Donc, si nous voulons vraiment arriver, comme l'a dit ce matin M. Christian Tremblay, à un plurilinguisme harmonieux. Voilà, donc au bénéfice de tout le monde. Alors, donc, il est question de plurilinguisme, il est question de politique linguistique, il est également question de pratique linguistique, mais, je dis non à l'école, mais à la maison. Alors, à Dakar, pourquoi à Dakar aussi? Parce qu'on est en contexte africain, et si nous voulons aussi avoir une idée du plurilinguisme en Afrique, je pense qu'il est important aussi de choisir des cadres d'études comme Dakar qui symbolisent les grandes villes africaines. Parce que c'est là qu'il y a effectivement plus de rencontres, plus de brassage entre les populations, donc entre les ethnies. Voilà. Alors pour ce faire, je vous propose donc un plan, 4 parties. Nous allons très rapidement essayer de voir donc, le contexte et la justification donc, de cette problématique-là, sujet. Et ensuite, nous allons dégager ensemble cette problématique autour de laquelle nous allons discuter. Nous allons inviter par la suite un certain nombre de cas théoriques et méthodologiques, comme on le dit. Aucune étude scientifique ne peut être évaluée, donc si elle n'est pas adossée donc, à un cadre théorique bien déterminé, ou si elle n'utilise pas des méthodes qu'on pourrait penser plus ou moins scientifiques, donc pour arriver enfin à des résultats. Donc, voilà. Alors, par rapport au contexte et à la justification, je dis, donc cette étude est une contribution justement sur les dynamiques linguistiques en Afrique, comme je dis. Elle porte sur la transmission linguistique familiale en milieu urbain et dans un contexte multilingue. Alors, donc, le cadre d'études, comme je l'ai tantôt dit, c'est Dakar. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Hein, comme on dit, Buntu Afrique, c'est l'entrée, d'accord, en Afrique. Voilà, donc, c'est on peut dire la position géostratégique donc, de la capitale sénégalaise en Afrique. Donc, capitale du Sénégal,
où cohabitent plus d'une vingtaine de langues locales avec quelques langues étrangères, notamment le français, qui constitue la seule, j'ai bien dit, la seule langue officielle du pays. Il est important parce que généralement, quand on parle de plurilinguisme, on a tendance à faire aussi une division entre langue locale d'une part et langue étrangère d'une part. Et moi, je pense que si effectivement nous parlons dans un contexte global, il faut les mettre ensemble. Non seulement voir quel est le rapport entre les langues nationales et les langues étrangères, et de l'autre côté, voir aussi le rapport interne qui pourrait y avoir entre les langues locales, d'une part, mais d'autre part aussi, les langues étrangères entre elles. Parce que ce n'est pas parce que le français, c'est la langue officielle du Sénégal qu'aujourd'hui, si on parle de menaces entre guillemets, ce n'est pas que les langues locales menaceraient le français, mais il y a d'autres langues étrangères, d'accord, qui sont en train de concurrencer sur le même territoire, donc la langue française. On a par exemple l'anglais qu'on peut citer un exemple, et surtout l'arabe, hein, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, je disais en effet la politique linguistique sénégalaise, donc une politique linguistique bilingue, français, langue locale. Alors, bon, depuis ce matin, on en parle, je ne vais pas beaucoup perdre de temps sur cette question-là. Alors, Dakar aussi, je disais que c'est le symbole, ça pourrait symboliser les villes africaines, hein, dans la mesure où toutes les villes africaines, on dit, sont des carrefours de rencontres de populations, et cela illustrait bien, justement, le contexte linguistique fort varié, d'accord, qui les caractérisait. Alors, donc, cette citation-là, donc, nous l'avons tout simplement extrait du français, la langue française dans le monde, tout simplement. Je parle de manière générale parce que j'ai fait partie de cette équipe Translanga qui a travaillé justement sur la langue française dans le monde, donc, qui est publié en 2019. Donc, j'ai représenté avec le professeur Modou Ndiaye l'équipe du Sénégal. Alors, donc, pour en venir très rapidement à la problématique maintenant, l'étude pose le problème de la politique linguistique. On a dit, politique linguistique définie comme Calvé, comme la politique linguistique comme, je disais, je ne vois pas clairement là ce que j'écris. Voilà, considère la politique linguistique comme l'ensemble des choix conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie sociale, et plus particulièrement entre langue et vie nationale. Donc ça, c'est juste une référence, mais je ne voudrais pas entrer dans les grands débats autour de politique linguistique, d'aménagement linguistique, planification, mais il faut prendre ce terme-là justement au sens littéral même entre politique et linguistique, on verra pourquoi. Alors, mais la particularité ici, c'est que l'on se situe dans un cadre familier, d'accord, qui constitue le premier lieu essentiel de transmission des langues, hein, donc je veux dire la famille. Voilà. Donc il s'agit donc de la question de la politique linguistique et des pratiques en contexte multilingue. Alors, l'autre particularité aussi qu'il faut ajouter à ce sujet-là, c'est que la famille qui est choisie est une famille mixte, dans le sens où le père de famille et la mère de famille n'appartiennent pas donc à la même ethnie. Et dans un autre contexte également, qui est celui où, vous savez, le Sénégal, si on parlait aujourd'hui de langue véhiculaire, la première langue véhiculaire au Sénégal, c'est le Wolof. Autrement dit, dans les grandes villes et même dans les villes secondaires, la langue véhiculaire, c'est le Wolof. Alors, dans un contexte où effectivement la langue véhiculaire est le Wolof, quelle politique, quelle transmission, quelle politique linguistique prévisible pour un enfant qui a des parents qui appartiennent à des langues différentes et qui sont autres que le français. Donc c'est un peu l'autre originalité que je trouve dans ce texte. Donc je suis à Dakar, qui est la capitale du Sénégal. Je travaille sur la transmission familiale. Une famille bien choisie parce que les parents n'appartiennent pas
à la, disons, à l'ethnie Wolof. L'un est Peul, c'est-à-dire le père de famille, et la mère de famille est Sérère. Donc, dans cette situation-là, dans ce contexte, quelle transmission prévisible? Alors, donc, comme je le disais tantôt, j'ai essayé de rappeler quand même le cadre théorique de l'étude, qui n'est rien d'autre que la politique linguistique, je dis au sens littéral du terme, hein, et que l'autre, disons, notion auquel on pourrait penser, c'est aussi la sociolinguistique urbaine, comme on est dans les grands centres urbains, comme on est à Dakar avec voilà, toute la théorie que vous allez voir tout à l'heure. Donc, situation sociolinguistique de Dakar, pour bien comprendre effectivement aussi ce qui va se passer, disons, du point de vue des pratiques, hein, il faut avoir une idée générale donc, de l'environnement langagier de cette ville-là. Alors, par rapport à la méthode, comme c'est le cas théorique méthodologique, on a un questionnaire qui a été élaboré et une observation suivie d'un entretien semi-directif. Donc, c'est ce que j'ai essayé de développer dans cette troisième partie, donc intitulée cadre théorique et méthodologique. Je reviens d'abord sur ce que l'on pourrait appeler politique linguistique. Je disais que sans considération, disons, de débat, hein, parce qu'autour des politiques linguistiques, il y a beaucoup de discussions, hein, entre des expressions qui pourraient être synonymes. Certains pensent que l'aménagement, c'est la même chose que la politique linguistique. D'autres pensent que la planification linguistique, c'est la même chose, et ainsi de suite. Mais il faut tout simplement retenir cette expression-là au sens littéral du terme, qui veut dire tout simplement qu'on parle de politique. De politique, même si on est à la maison, il y a une certaine idéologie, le plus souvent du père de famille, qu'il a tendance à faire passer donc, dans l'éducation de ses enfants, dans la transmission donc, des langues. Voilà. Donc, alors, linguistique maintenant, c'est tout ce qui est en rapport avec la langue. Donc, je vois qu'on ne va pas trop dans les débats d'école. Voilà. Par rapport maintenant à la sociologie sociolinguistique urbaine, la sociolinguistique urbaine, je dis, qu'on pourrait définir comme la problématique, disons, c'est défini par la problématique de la pratique socio-langagière en rapport avec l'urbanité, donc qui est caractérisée par une certaine mobilité spatiale, excusez-moi. Alors, de ce point de vue, les centres urbains étant des lieux de contact et de brassage, d'accord, la résistance dépend effectivement du contexte socio-linguistique. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à choisir cette ville-là. Alors, donc, si elle peut être définie comme, disons, un facteur d'unification linguistique, mais d'autre part, c'est le lieu également de conflit. Et je pense que l'idéal, c'est qu'elle soit un lieu de coexistence et de métissage linguistique. Je pense que c'est en cela qu'on s'inscrit parfaitement dans la thématique du colloque. Alors, donc pour parler très rapidement du cadre général de la recherche, c'est-à-dire Dakar donc, et le Sénégal, donc vous avez quelques données donc, qui renvoient au Sénégal, mais aussi donc à la capitale Dakar. Alors, le Sénégal est un carrefour géographique et humain où coexistent donc, et interfèrent trois civilisations, une négro-africaine, une arabo-musulmane et une occidentale. Alors, je disais tout à l'heure que quand on parle de plurilinguisme, on a généralement, bon, le plus souvent, on pense d'une part les langues locales et d'autre part le français. Et ce que l'on oublie, c'est que le Sénégal n'est pas, il n'y a pas seulement le français comme langue qu'on pourrait caractériser langue étrangère, il y a donc l'arabe qui est là bien avant, et si l'on considère aussi ces dernières années, disons, la percée des écoles franco-arabes. Ouais. Donc ça, c'est une donnée, je pense, qu'il faut introduire en analysant le contexte sociolinguistique sénégalais, donc de manière générale. Donc, il y a d'une part les langues locales entre elles, où le Wolof est la première langue véhiculaire. Ensuite, il y a d'autres. Il y a le Sérère. Je vais trop vite là. D'accord, je vais accélérer. 2 minutes.
Bon, mettons 4, très rapidement. Donc, le Wolof, le Serer et le Pulaar, qui sont les principales langues. Okay. Alors, c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai choisi cette famille où les membres de la famille, en plus donc du Wolof, sont soit Serer ou bien Peul. Voilà. Donc, par rapport à la méthodologie, je vais passer très rapidement. Je disais que c'est sur la base d'un questionnaire. Et ce questionnaire-là aussi, c'est le questionnaire que nous avons emprunté à Translanga, qui nous a servi effectivement à faire cette étude-là, qui était, disons, commandée par qui est un projet justement de l'AUF. Voilà. Donc, on n'a fait que réadapter. Voilà. Donc, j'avais un peu, disons, j'ai voulu projeter pour voir un peu les questions, parce que c'est important, les questions qu'on a posées, donc vers les résultats que nous voulons obtenir. Alors, par rapport à l'entretien aussi, il y a d'abord l'identification, j'en ai beaucoup parlé, de la famille, et ensuite une grille d'observation qui a été élaborée, donc tout cela donc, pour aller vers des objectifs déterminés. Alors, très rapidement, par rapport aux résultats, comme il me reste 10 minutes, je pense qu'une minute, très rapidement, je pourrais présenter. Alors, ce que l'on peut retenir, c'est que dans ce cadre familial-là, il est important parce que, pour moi, ça doit être le point de départ, avant même d'aller à l'école. Parce que l'enfant qu'on va enseigner a une histoire, il a une famille, il a une langue. Donc, il faut connaître un peu l'environnement linguistique dans lequel il baigne pour pouvoir ensuite voir les dispositions qu'il faut prendre à l'école et enfin, disons, évaluer comme ce sont des étages. Alors, du point de vue politique, alors, la langue de la famille est le Pulaar. Pourquoi? Parce que le père de famille, il est Peul, et son idéologie linguistique, c'est que l'enfant, c'est la figure d'ailleurs dans le questionnaire, la dernière question du questionnaire, c'est, pour le père de famille, quelle langue voudriez-vous que votre enfant, comment dirais-je, apprenne? Et c'est l'inverse aussi. On a dit à l'enfant, quelle langue voudriez-vous à ce que votre enfant apprenne quand il sera adulte? Alors, le français, c'est la langue de scolarisation, donc elle est exclue donc, du cercle familial. C'est ce que disait tout à l'heure mon collègue Babacar Faye. Ça, c'est du point de vue politique. On a d'une part, ouais, donc, la politique du chef de famille lui-même, ce qu'il veut, et de l'autre côté, ce que l'État voudrait. Alors, dans la pratique maintenant, c'est que le Wolof, qui est la première langue, je dis véhiculaire, on constate que même dans ce cercle restreint-là, elle demeure donc la langue véhiculaire. Le Pulaar arrive en deuxième, en deuxième position, c'est-à-dire que c'est une langue véhiculaire, mais dans les questions, on a vu que pour ce qui concerne certains sujets entre l'enfant et le père de famille, l'enfant a tendance donc à réagir en Wolof. Voilà. Alors le Serer, qui est la langue de la mère, est complètement absente de la communication. Oui, parce que c'est cela, hein, qu'on n'a pas le temps de développer un peu comment ça se passe entre nous, Sénégalais. Alors, le français, langue de la scolarisation, absente aussi dans la communication au niveau du cercle familial. Parce que cette famille a été choisie. Je n'ai pas choisi une famille, disons, de première catégorie. Non, d'accord, il fallait prendre la moyenne, d'accord, et qui représente justement le pourcentage le plus élevé. Alors, dans cette situation, il serait intéressant de déterminer le profil linguistique des enfants de cette famille-là. Parce que tout simplement, on pourrait se poser la question à savoir quelle identité culturelle pour les enfants. Je vous remercie. Je pense que je vous dois une minute. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousmane Diao.